Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, la DRETS et l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes sommes heureuses de vous retrouver à cette rencontre initialement dédiée aux consultants intervenant sur le dispositif PCRH pour prestation conseil en ressources humaines. Alors, notre rencontre d'aujourd'hui a une coloration particulière puisque nous l'avons ouverte à un public beaucoup plus large que vous, chers consultantes, consultants. Nous accueillons en effet aujourd'hui les agents de la DRETS et des DETS, ainsi que quelques entreprises et collectivités. Pourquoi me diriez-vous? Tout simplement parce que en préparation de cette rencontre avec Manon Lédier et Céline Fradzac de la DRETS, que vous entendrez tout à l'heure, nous avons trouvé intéressant de l'inscrire dans le cadre de la Semaine pour la qualité de vie au travail, d'édition qui, cette année, est autour de la thématique les transitions et travail. Alors, la SQVT, pour ceux et celles qui ne savent pas, la Semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail est un événement qui est organisé depuis une vingtaine d'années par l'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, tous les ans, il y a une thématique qui est mise à l'honneur. La semaine pour la qualité de vie au travail a pour objectif d'échanger, d'identifier des pistes d'action pour un travail facteur de santé, d'inclusion et de performance. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler des transitions, mais d'une transition en particulier, notamment la transition écologique et la place des questions RH. Avant de poursuivre, je vais vous laisser la main, Céline, peut-être pour quelques propos introductifs par rapport à cette rencontre. Merci beaucoup Estelle. Donc bonjour à toutes et tous. Céline Fradzac de la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes, donc la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Je vais donc dire quelques mots au nom de l'État. Alors la transition écologique, elle est au cœur des préoccupations de l'État. Et si l'État n'est pas le seul acteur, il est certain qu'il est investi pour limiter l'impact des activités humaines sur l'environnement. La transition écologique, certains parlant d'ailleurs maintenant de transformation écologique, elle recouvre des angles bien différents pour in fine parvenir à consommer moins d'énergie, réduire nos émissions de CO2 et préserver la biodiversité, dont l'être humain oublie parfois qu'il en fait partie, et ainsi atteindre un modèle durable. Consommateurs, producteurs, personnes publiques, personnes privées, nous sommes entrés en transition et la transition va s'accélérer. Concernant les entreprises, ce sont des acteurs de premier plan et l'État est à leur côté pour les accompagner. Les budgets de l'intervention de l'État sont ainsi mobilisés, notamment dans le cadre de France 2030, ce plan de plusieurs milliards d'euros qui est destiné à soutenir l'investissement des entreprises. Et si les activités humaines et économiques sont transformées, il est du rôle de l'État d'accompagner les impacts en emploi de ces transformations, que ces impacts soient positifs ou négatifs. Il y a des perspectives de développement. Les entreprises ont en effet besoin de compétences pour réussir leur transition, mais il y a aussi des emplois qui peuvent être menacés et il est donc important de sécuriser les parcours des salariés qui occupent ces emplois. Dans les deux cas, l'État met en place des dispositifs pour accompagner ces mouvements. Nous pouvons citer par exemple l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir, l'AMI-CMA, qui permet de soutenir des projets d'adaptation de l'offre de formation. Le Fonds national pour l'emploi, le FNE, qui permet de financer des actions de formation des salariés. Le dispositif Transition collective, Transco, qui vise à organiser les mobilités entre des entreprises qui perdent des emplois vers celles qui recrutent. Ou encore la prestation de conseil RH, la PCRH, qui permet d'accompagner des TPE-PME sur leurs problématiques RH et de les aider par exemple à concevoir un plan de développement des compétences ou une stratégie RH en lien avec un enjeu de transition écologique. Ces dispositifs, qui ne sont que des illustrations et donc rien d'exhaustif, témoignent de la volonté de l'État et de ses services à être un acteur majeur d'une transition écologique maîtrisée et accompagnée plutôt que subie. Et je vais repasser la parole à Estelle de l'ARACT, que je remercie, et j'en profite, je la remercie chaleureusement pour l'organisation de cet après-midi.
Merci beaucoup Céline. Donc nous voyons bien que l'État est un acteur institutionnel, pas le seul, mais un acteur institutionnel qui est très actif, en tout cas qui est en soutien aux entreprises qui souhaitent s'engager dans une démarche de transition. Peut-être rapidement parce que nous avons des personnes autres que notre public habituel. Peut-être rappeler que la PCRH, donc la prestation conseil en ressources humaines, est un dispositif d'État à destination des TPE-PME de moins de 250 salariés. Donc, c'est un dispositif qui vise à accompagner les entreprises sur leurs préoccupations RH avec de nombreux thèmes comme l'organisation du travail, les questions d'attractivité, de recrutement, de gestion de compétences, de dialogue social. Ce dispositif, il s'adapte aussi au contexte, à l'environnement et aux besoins des entreprises avec tous les ans, enfin chaque instruction, potentiellement des nouveaux thèmes qui sont intégrés, c'est-à-dire des thématiques sur lesquelles les entreprises peuvent mobiliser le dispositif. Donc, la dernière instruction de 2022, justement, a introduit deux thématiques, notamment autour des transitions, et j'entends par là transition écologique et transition numérique. Pour mobiliser au fait ce dispositif, alors là je vous mets à l'écran vos deux référentes, donc Céline Fradzac qui vient d'introduire la place en tout cas de la transition, l'importance de la transition pour l'État, mais il y a également Manon Lédier qui est aussi votre référente et chargée de projet à la DRETS. Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors je vois qu'il y a des caméras allumées. Merci beaucoup. Donc, on a privilégié au fait l'interaction dans le cadre de cette rencontre-là en limitant au fait le nombre de participants puisqu'après on bascule en format webinaire. Donc, si vous n'avez pas de soucis de connexion et pour nous permettre aussi d'interagir et de savoir que vous êtes là, si vous pouvez activer vos caméras, ben écoutez, ça serait super. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de transition écologique. Chacune a sa représentation, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, en fait, à partager vraiment des éléments de langage autour de ça? Quels sont les enjeux qui nous emmènent aujourd'hui à nous repositionner au fait sur cette thématique? Qu'est-ce que ça implique pour une organisation, qu'elle soit publique ou privée, justement, de s'engager dans une démarche de prévention et comment? Pour répondre à toutes ces questions, on a convié aujourd'hui Sandra Dessel-Lamotte, qui est présidente de Résilience. Je laisserai Sandra se présenter tout à l'heure, et Béatrice Baudot, qui est ma collègue chargée de mission à l'ARACT, justement pour nous aider à répondre à toutes ces questions. Donc, merci vraiment à elle d'avoir répondu positivement à cette invitation. Plus concrètement, notre rencontre d'aujourd'hui est organisée autour de deux temps forts. Donc, on a toute cette première partie où on va être vraiment sur des éléments de cadrage et aussi des points de repère RH en lien avec la question des transitions écologiques et également le témoignage d'une entreprise. Et donc là, on aura l'intervention de Sandra et de Béatrice, suivi bien sûr des questions-réponses. Donc, vous aurez la parole une fois de plus. N'oubliez pas de noter au fur et à mesure vos questions dans le chat. Nous accompagne aussi dans le cadre de cette rencontre, j'ai oublié de la nommer, mais elle a travaillé très fortement avec nous, Estelle Bourgeon, qui est notre chargée Infocom, qui sera en charge justement de recueillir toutes vos questions et puis d'animer cette partie-là par la suite. Sur ce premier temps, nous serons tous ensemble. Et au moment de la pause, qui sera aux alentours de 15h, 15h10, nous fermerons la rencontre aux personnes qui n'appartiennent pas au réseau d'acteurs, notamment les consultants. Puisque on va avoir un temps de capitalisation à l'instar de nos réunions classiques habituelles qu'avec le réseau des prestataires PCRH. Donc, si vous n'appartenez pas à ce réseau-là,
On vous demandera au moment de la pause de bien vouloir quitter la réunion. Ceci étant, vous aurez à disposition le support de présentation ainsi que le replay sur cette première partie. Vous avez dû avoir l'information dans le mail qui vous est parvenu, je pense, hier ou avant-hier. Cette première partie est enregistrée. Voilà. Alors, écoutez, on va démarrer avec Béatrice. Béatrice, je vais te laisser la main peut-être pour nous apporter quelques éléments de cadrage sur le sujet et aussi les points de repère RH, le positionnement des acteurs institutionnels aussi sur cette thématique. Peut-être en amont de ta présentation, te présenter toi-même. Merci Béatrice. Merci Estelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Béatrice Baudot, chargée de mission à l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Voilà, j'ai travaillé beaucoup sur les questions de santé au travail, sur les questions de qualité de vie au travail, sur les questions d'attractivité, mais également sur les relations sociales et le dialogue social. Et depuis 3 ans, j'ai investi les questions de transition, plutôt avec une approche écologique et pas sur l'ensemble. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est plutôt des éléments de repère, mais également qui permettent un peu de prendre de la distance par rapport à ce que peut être le rôle des RH. Il va pas y avoir un apport méthodologique fin, c'est pas du tout le propos. Mais voilà, pour pouvoir discuter effectivement aussi ensemble de comment est-ce qu'on articule questions RH et questions environnementales et comment, on va dire, effectivement, les RH peuvent éventuellement se positionner sur ce sujet. Donc, déjà, le premier, quelques éléments de contexte. Transition écologique. Alors, c'est un mot qui revient sans arrêt, transition. Alors, bien évidemment, on est en lien avec le sujet de l'atteinte des limites planétaires, donc le dérèglement climatique, et qui sont aussi articulés, en fait, avec différentes situations de crise. Elle n'est pas que écologique. On sait qu'il y a des évolutions majeures, notamment dans le rapport au travail. Il y a également les crises économiques, les crises sociales qu'on connaît depuis une bonne dizaine d'années. Donc, la question aussi sur on va dire, cette crise écologique, ça va être quel est le rôle des activités humaines, mais aussi quelles sont les conséquences sur les activités humaines de ces questions. Alors, pourquoi le terme transition? Parce qu'on aurait pu, comme tout, on va dire, mutation ou parfois changement qui a lieu, voilà, utiliser le terme de changement. Mais en fait, on utilise le terme transition. Alors, c'est pourquoi? Pour, a priori, illustrer le passage d'un état à un autre, mais qui est bien particulier, qui est certainement progressif, qui est aussi systémique, et c'est peut-être ça aussi, on va dire, la particularité de ce sujet, et aussi avec, du coup, de possibles ruptures. Ce n'est pas parce qu'effectivement, on est dans quelque chose de progressif qu'il ne peut pas y avoir des à-coups, en fait, dedans. Voilà. Donc, mener à son terme, en fait, cette transition, elle peut être radicale dans le sens où les éléments d'arrivée peuvent être radicalement différents des éléments de départ. Donc, en fait, on est là face à un sujet qui est complexe et qui dépend et qui est très dépendant aussi, on va dire, du système, de l'ensemble du système dans lequel on se trouve. Donc, cette transition qui est progressive, elle nécessite bien évidemment l'engagement, dans le sens l'implication de tous. Donc, quelques éléments de repère. Alors, Estelle, si tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Le baromètre 2023 Greenflex ADEME. Alors, Greenflex, c'est une entreprise qui accompagne une organisation qui accompagne des entreprises sur les questions environnementales et sociétales. Elle fait des baromètres depuis 2016. Donc, elle s'associe à ça pour ce type de baromètre à l'ADEME et au CSA. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait ça depuis 16 ans. Donc, on a un petit peu, on va dire, du recul. C'est en fait, normalement, il s'appelle ce baromètre, le baromètre de la consommation responsable.
c'est pour vous donner un petit peu une illustration sur l'engagement individuel, parce que les salariés sont aussi des consommateurs. Hein. Donc, en fait, il y a la vie professionnelle et il y a la vie personnelle. Dans la vie personnelle, on est aussi consommateur. Donc, ce qui se passe, c'est que la question par rapport à la situation de la planète, les gens expriment à 60%, et ça a augmenté depuis 8 points par rapport à l'année dernière, qu'ils ont de plus en plus conscients de l'urgence d'agir par rapport à l'avenir de la planète. Donc, on peut aussi associer ça, et c'est le titre du document, la santé globale, moteur de la consommation responsable, c'est qu'en fait, ils perçoivent qu'à 76%, qu'ils sont de plus en plus inquiets de l'impact de l'environnement sur leur santé. Et puis, il y a des attentes vis-à-vis des acteurs économiques qui sont énormes, vis-à-vis d'un changement de modèle, à hauteur de 93%. Eux-mêmes, en tant que consommateurs, ils disent qu'ils se mobilisent en direction, ou en tout cas vis-à-vis d'une posture de consommation responsable, à hauteur de 78%. Estelle, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, en parallèle, le point de vue des salariés. Pour la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, l'ANACT a réalisé une consultation. Donc, ce n'est pas un sondage représentatif. Néanmoins, ça donne quelques orientations et des idées de, on va dire, de positionnement des personnes sur ce sujet-là. Donc, il y a 1400 actifs qui ont répondu et qui étaient plutôt des profils de cadre. En tout cas, ils ont répondu que, en fait, la transition écologique, oui, est un enjeu stratégique pour l'entreprise, donc à titre individuel, hein, à hauteur de 81%. Par contre, ce que l'on peut souligner, c'est que les établissements qui passent à l'action, en tout cas parmi les personnes interrogées, sont à peu près la moitié, et ils s'engagent en priorité sur quoi? Sur des éco-gestes, sur la question de la mobilité, donc les questions de transport, et également la sensibilisation des salariés par rapport aux questions environnementales. Et puis, quand on regarde… Non, merci Estelle de rester, voilà. Quand on regarde comment les choses sont discutées dans l'entreprise, donc ils sont 91% à dire qu'ils le font ça assez fréquemment, mais que, en fait, cet échange-là, il se fait surtout entre collègues, à moitié avec la direction et avec les managers. Les représentants du personnel, eux, disent effectivement qu'ils ont été, on va dire, à 60% mobilisés pour traiter un sujet relatif à la stratégie ou à la politique environnementale, avec en premier lieu, en termes de réponse, une mobilisation sur l'information-consultation, et puis, en dernier lieu, sur les questions de stratégie. Et entre, il y a la mobilisation des salariés, la mise en œuvre d'une décision technique et de la négociation. Donc, on peut dire que, en fait, il y a une certaine difficile mise en cohérence entre les prises de conscience, la dimension stratégique de l'entreprise et les liens avec les conditions de travail et les actions déployées. Donc, ça, c'est, on va dire, un peu la couleur que je peux vous donner sur ce qui se passe dans la prise de conscience, on va dire, dans la société, individuellement, et après, comment ça se passe en termes dans l'entreprise. On voit bien qu'on en est qu'au début. Tu peux passer à la suivante, Estelle, merci. On voulait revenir également sur quelques éléments d'experts, en fait, un avis institutionnel d'experts. Donc, pour cela, on s'appuie sur deux avis, un qui a été rendu en 2018 par l'ANSES et un autre qui a été rendu plus récemment par la commission emploi-travail du 16. Donc, pour résumer ce que peut dire en fait l'ANSES sur la question du changement climatique. Donc, oui, les risques professionnels vont augmenter parce que il va y avoir une augmentation des températures et que cela, notamment estivale, et ça peut, on va dire, engendrer des accidents du travail. Mais également, ça peut avoir des perturbations neuropsychologiques dans le sens où ça peut également modifier la vigilance des personnes. Mais il n'y a pas que des malaises, on va dire, neuropsychologiques, il peut également y avoir des problèmes physiques de type crampes, déshydratation, coup de chaleur. Donc, les risques sont exacerbés pour ceux qui ont une activité physique.
Après, il y a un deuxième point que l'ANSES relève, c'est l'augmentation de l'évaporation des substances chimiques volatiles que l'on peut absorber par inhalation ou par voie cutanée. Ce qui veut dire qu'il y a également un risque d'incendie et d'explosion qui devrait augmenter, notamment parce que la limite d'inflammabilité de certains produits vont être plus rapidement atteints. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas qualifier. Mais on peut, on va dire, le nommer. Il y a également les expositions aux agents biologiques de type moustiques ou bien tiques qui arrivent de manière nouvelle et qui sont des vecteurs d'agents pathogènes. Après, il y a également l'augmentation des catastrophes naturelles qui peuvent être aussi un risque d'accru et qui vont désorganiser la production, comme par exemple dans le cas d'inondations qui arrivent de plus en plus souvent. Donc, en tout cas, donc la conclusion de ce rapport, c'est que le changement climatique entraîne une augmentation des risques professionnels connus, autant en matière de fréquence que de gravité. Donc, leur leitmotiv, ça va être de dire, il y a déjà des problèmes, en fait, ça va les renforcer. Donc, il faut bien traiter les problèmes d'aujourd'hui pour que derrière, en fait, ce ne soit pas du toujours plus. Le 16, quant à lui, donc, va reprendre cette année une étude centrée plutôt sur effectivement quel rôle de la centralité du travail dans le cadre de ce dérèglement climatique, parce que la question du travail avait été un petit peu, on va dire, pas trop intégrée à ce sujet. Donc, ils vont faire l'effort de l'instruire de manière plus profonde. Donc, ils ont également consulté l'ANSES. Donc, en fait, ils ne font que, on va dire, renforcer ce qu'a déjà dit l'ANSES, puisque, en fait, avec le recul des 5 dernières années, on a davantage d'éléments. Mais ils vont également mettre, on va dire, l'accent sur la question du dialogue social, du dialogue professionnel dans l'entreprise, mais pas que. Il va y avoir également la question du décloisonnement des différentes spécialités de type technique, mais également de type santé publique, et également des questions de santé au travail. Et que ce dialogue, en fait, va également s'installer à un niveau territorial. Donc, en fait, ils remettent le gros, on va dire, enjeu des questions de dialogue pour pouvoir faire face et répondre aux problématiques du dérèglement climatique. Je vois que Estelle me dit gentiment que je prends trop de temps. Les partenaires sociaux. Donc, les partenaires sociaux, déjà, il y en a 2 qui sont nouvellement émergents. Alors, Impact France, ce n'est pas encore une organisation patronale, attention. C'est un réseau d'entrepreneurs qui défendent, on va dire, une entreprise dite à impact positif sur les questions sociétales et sur les questions environnementales. Ils sont en train de s'organiser pour devenir organisation patronale. Ils ont à la fois un collège d'entreprises à impact positif, essentiellement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et ils ont un collège d'entreprises en transition, donc ils ne sont pas encore là, mais qui ont une véritable volonté d'y parvenir. Il y a également le Printemps écologique, qui est le petit nouveau parmi les organisations syndicales. Ils ont 3 ans d'existence, et en fait, ils soutiennent la prise en compte de la question environnementale dans les entreprises. Il y a également, en 2023, l'accord national interprofessionnel du 11 avril relatif à la transition écologique et au dialogue social. Alors, ce document, il ne s'agit pas d'un accord normatif, néanmoins, et puis tout le monde ne va pas le signer. Clairement, la CGT et FO se sont déjà positionnés en tant que non-signataires. Cependant, il a quand même permis, bien évidemment, de discuter entre partenaires sociaux de ce sujet. Donc, moi, je vous invite à le lire parce qu'il est assez intéressant en termes de repères. Il permet d'identifier effectivement des leviers de changement dans le sens sur quoi agir, mais également quel est le cadre. C'est-à-dire que quand on est effectivement de profil plutôt RH, on va dire les aspects environnementaux, enfin, en dehors des QSE, je dirais peut-être, voilà, on n'est pas forcément, on va dire, les plus informés sur cette question.
Et cette ANI a l'avantage de donner à la fois des repères législatifs et également des repères pratiques de ce qui peut être mis en œuvre. Sinon, il centre les différentes, on va dire, les différentes sections sur le dialogue également social et le dialogue professionnel et la négociation. La question toujours du dialogue social territorial, mais aussi du dialogue social de branche sur ces questions. Et il ramène les enjeux d'emploi et de compétences. On peut passer au prochain, Estelle. Alors, le travail comme pierre angulaire de la transition écologique, par rapport, on va dire, au point de vue du réseau. Quel est le lien avec les conditions de travail? Une des premières, c'est déjà de s'assurer que la transition écologique ne va pas dégrader les conditions de travail. Parfois, le lien n'est pas fait. Les gens ne voient pas comment ça pourrait dégrader les conditions de travail, ou ils ne voient pas, au contraire, ils se disent que ça pourrait aller avec de meilleures conditions de travail, ou bien ils ne voient pas le lien. Donc, un exemple, des clémentines, de la production de clémentines dans la plaine orientale de Corse, avec une entreprise de 32 hectares qui est passée au bio, pour des raisons de marché. Et bien, en fait, ça a augmenté leur pénibilité. Pourquoi? Parce qu'en utilisant moins de pesticides, et en fait, en ayant également une mise en place alternative d'insecticides qui nécessite en fait de mettre en place des pièges tous les 4 à 5 arbres, aussi de protéger les fruits de l'attaque des oiseaux et du coup d'installer des filets, et bien en fait, ça fait quoi? Ça complique le travail, l'organisation, ça le rend plus intense et en plus, on travaille sous les chaleurs. Donc, on voit bien que là, il peut y avoir des risques de dégradation des conditions de travail. Comment le travail, l'autre lien, comment le travail pourrait soutenir la transition écologique? On peut prendre l'exemple d'une action collective qui a été réalisée dans le cadre du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, une entreprise, une SS2I, qui vont du conseil à des entreprises afin de rentrer dans une démarche d'intégration des questions de transition écologique. Ils mettent en place une démarche participative. Qu'est-ce que provoque cette démarche participative? Elle va provoquer un ensemble de propositions et de mobilisation des salariés en faveur de la transition écologique, mais ça va aussi, cette intégration va aller jusqu'à interroger l'entreprise sur ce qu'elle-même, elle propose et avec quel impact écologique à ses clients. Donc, et là, on voit comment, en fait, le fait de travailler dans des démarches participatives et donc qui intègrent l'expression des salariés peut faire bouger les lignes. La suivante, s'il te plaît, Estelle. Donc, à quelles conditions la transition écologique peut-elle être un levier pour l'amélioration des conditions de travail? Donc, une des questions, c'est de sortir des silos, parce que souvent, en fait, la question de la transition écologique, on pense aujourd'hui décarbonation parce que c'est l'urgence, mais il n'y a pas que ça, hein. Dans l'introduction, on a bien entendu aussi la biodiversité, et ainsi de suite. Donc, il est essentiel de ne pas en rester à des approches techniques, et aujourd'hui, c'est le risque. On l'a bien vu avec l'exemple des clémentines. Donc, il y a absolument à avoir une place et à ne pas laisser de côté les questions du travail. Et il y a aussi à favoriser déjà les dynamiques sociales au sein de l'entreprise, mais aussi au niveau d'un territoire. Alors, pourquoi au niveau d'un territoire? Parce qu'en fait, la problématique écologique, elle se joue, on va dire, géographiquement. On ne peut pas, on va dire, l'entreprise est dans un territoire. Et peut-être qu'effectivement, cette transition-là, elle va pousser, on va dire, l'entreprise, entre guillemets, à ouvrir les choses par rapport à ce qui se passe dans son territoire parce qu'elle est dans ce territoire et qu'elle va en avoir aussi des conséquences, mais aussi parce que le territoire lui-même va aller chercher l'entreprise sur ce qui peut se passer à un niveau écologique. On l'a vu avec, on va dire, AZF, hein, alors ça date des débuts des années 2000, mais on peut le voir aussi plus récemment avec un certain nombre
d'impacts environnementaux d'entreprise et des mises en réseau de riverains pour demander des comptes en fait aux entreprises. La slide suivante, s'il te plaît. Alors, quelles entrées possibles pour les RH? Alors, quelle est la stratégie en fait de l'entreprise? C'est une stratégie d'adaptation ou c'est une stratégie d'atténuation de leurs propres impacts sur la question écologique? Souvent, on va dire, il est plus simple d'entrer par l'entrée adaptation. L'entrée adaptation, néanmoins, parce que en fait, ça va favoriser une prise de conscience et on va dire un développement des connaissances par la question, va certainement, on va dire, conduire les entreprises à s'orienter aussi vers les questions d'atténuation. En tout cas, sur les questions d'adaptation, on peut avoir, autant que sur l'atténuation, la question de la continuité d'activité. Comment notre activité va perdurer si les conséquences du changement climatique ont un impact sur notre outil de travail? Ou comment est-ce que notre activité va perdurer si, en fait, les réglementations, mais également les consommateurs, nous poussent, on va dire, à en changer les orientations. Donc, et tout ça, ça peut être aussi en lien avec les questions d'attractivité des métiers, dont on parle aujourd'hui beaucoup, avec les questions de la finalité de l'activité réalisée, mais également des questions du sens du travail trouvé. La formation va être un incontournable et c'est un premier pas, parce qu'on ne peut pas agir si on ne connaît pas. Après, il y a bien évidemment la question des GPEC. En termes de réorientation éventuellement d'activité ou d'adaptation, on va dire, aux réalités de la question écologique, bien évidemment, il va falloir que les métiers intègrent des compétences pour partie écologique, mais également éventuellement avec des réorientations d'activité. Ça veut dire qu'on va réorienter certains emplois, de nouveaux emplois. Et bien évidemment, il y aura un rôle au niveau des parcours, comme le disait Madame Fratzak au début de ce webinaire. Les questions de santé. Santé au travail, mais également les questions de sécurité qu'on a évoquées plus ou moins tout à l'heure quand il a été question notamment des catastrophes naturelles, mais sans aller forcément jusque-là. De toute façon, les deux sont en lien. Les questions du dialogue social, professionnel et effectivement territorial. Certainement qu'aujourd'hui, peut-être que vous intervenez plutôt dans l'entreprise et qu'il va falloir peut-être aussi s'intéresser à travailler avec avec des branches. Peut-être que vous faites déjà, je sais pas. Mais en tout cas, la question du dialogue territorial, on va dire, va devenir plus d'actualité. Et puis, les outils réglementaires. Alors aujourd'hui, il y a des outils réglementaires qui sont là. Il y a la prérogative du CSE en matière d'environnement. Alors, c'était pas nouveau, hein. En 2001, ça avait déjà été introduit. En 2013, ça avait été renforcé avec le droit d'alerte des CHSCT. Et là, avec la dernière loi climat et résilience, il y a eu, on va dire, une intégration plus large de cette question pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Il y a la base de données économiques, sociales et environnementales. Excusez-moi, il y a un E en trop. Et puis, il y a toujours le document unique d'évaluation des risques qui peut être toujours un très bon outil et qui est toujours insuffisamment utilisé par les entreprises comme vraiment un outil de management. La prochaine, s'il te plaît, Estelle. Alors, la question des compétences. Un point, on va dire une petite focale là-dessus, parce que ça peut être un petit peu un problème épineux au niveau des conditions de travail. On a vu que certains secteurs vont être nouvellement développés, vont, on va dire, être davantage investis, comme par exemple l'agriculture. Il va y avoir également de nouveaux métiers, par exemple la filière du vélo. Et puis, il peut y avoir aussi des renoncements ou des redirections parce que activité trop polluante, parce que problématiques de fournisseurs, de matières premières, etc. Donc, à la fois au niveau collectif et au niveau individuel, il y a la question du renoncement. Alors, on va dire que sur le périmètre d'une entreprise, on peut parler de redirection. Au niveau individuel, on peut aussi parler de détachement et réattachement par rapport à un métier, par rapport à des savoir-faire, etc.
Donc, il y a à la fois le dialogue social, qui va être un incontournable sur cette question, on va dire, de l'emploi et des compétences. Et puis, il y a également la question de sécuriser, opérationnaliser les trajectoires et parcours. Et là, on peut se demander aussi comment peut se jouer le rôle du dialogue social territorial. Alors, l'importance aussi d'identifier avec les milieux du travail ce qui est négociable ou pas. Et puis, toujours cette idée que les conditions de travail peuvent être un facteur d'attractivité, de prévention pour se réengager dans d'autres trajectoires. Les enjeux conditions de travail. Alors, aller au-delà des questions d'emploi et de compétences, c'est-à-dire comment est-ce que on fait atterrir les enjeux écologiques vraiment dans le quotidien et que ça reste pas quelque chose que de technique et on va dire du bâtiment, mais vraiment s'appuyant sur les métiers, le travail quotidien et avoir une réflexion plus en hauteur. Et puis, on voit que ce sont aussi les conditions de travail qui peuvent articuler les questions de santé, d'organisation socio-technique, de compétences et de dialogue. Je prendrai l'exemple de Botanique, qui a renoncé début 2008, en fait, à la commercialisation de produits à intrants chimiques, qui a nécessité, du coup, qui était meilleur pour la santé de ses salariés et qui est également meilleur pour la santé de ses clients, qui a nécessité, bien évidemment, une réorganisation socio-technique parce qu'il a fallu aussi changer de fournisseur et puis qu'il a fallu, on va dire, on enlève, on va dire, toute une part d'un marché. Et puis, il y a également eu un changement de compétences, c'est-à-dire que tous leurs employés qui étaient compétents sur l'utilisation d'intrants chimiques, mais qui n'avaient pas les compétences sur l'utilisation de produits alternatifs, ils sont tous passés, on va dire, à une formation nouvelle. Et ça a modifié également leur identité professionnelle, leur point de vue métier, etc. Au passage, ils ont également perdu quelques clients, mais ils en ont, on va dire, eu d'autres. Voilà. Et il y a la question des dialogues, c'est qu'effectivement, Botanique, on va dire, avant même ce changement radical, avait initié dans son organisation tout un travail de fond sur la question du dialogue professionnel, notamment avec le management intermédiaire. Et on voit aujourd'hui où ils en sont. Ils en sont aussi bien que leurs concurrents, qui n'utilisent pas forcément ces produits. Voilà. Je vous remercie. Oui, je n'ai pas terminé aussi pour conclure. Donc, pour nous, c'est une question effectivement qui devient incontournable. Aujourd'hui, ce qu'on peut interroger, c'est que ça se situe plus à un niveau informel que formel de manière majeure dans l'entreprise. Le monde extérieur s'invite de plus en plus dans l'entreprise, notamment avec à la fois les préoccupations individuelles, mais également les questions de santé, d'environnement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, comment est-ce que les RH peuvent s'emparer de ces questions avec le dialogue au cœur, voilà, social et institutionnel demain. Je vous remercie pour votre écoute et je suis désolée, j'ai pris... Merci beaucoup, Béatrice. On a des réactions dans le chat, Béatrice, pendant que tu nous faisais ta présentation. Donc, il y aura un temps dédié à ça. Je te laisse en prendre connaissance et puis on reviendra sur toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette présentation qui nous montre bien, du coup là, le lien qui se fait entre les démarches de transition et les impacts sur les conditions de travail, sur justement tout ce volet RH qui est central pour nous, notamment avec des conséquences sur l'organisation du travail, sur les compétences à faire évoluer ou acquérir des nouvelles. Ça re-questionne les parcours professionnels. Il y a des risques d'aggravation aussi, des risques professionnels, notamment à travers l'exemple donné sur les Clémentines Corse avec une augmentation de la pénibilité, mais aussi des évolutions aussi d'organisation, pas qu'en interne de l'entreprise, mais aussi sur le volet externe, notamment à travers les fournisseurs. Donc, ce point nous emmène à faire la transition avec Sandra. Sandra, je vais me retourner vers vous. Sandra Dessel-Lamotte, qui est
experte en risque majeur. Peut-être Sandra, je vais vous laisser vous présenter rapidement et après je vais dire pourquoi au fait on est allé vous chercher, vous, Béatrice et moi, pour que vous puissiez nous apporter votre témoignage, puisque vous avez été porteur de projets pour un collectif d'entreprises qui s'engageait dans des démarches de transition écologique. Je vous laisse prendre la parole, Sandra, pour vous présenter rapidement. Oui, merci beaucoup Estelle et merci pour cette invitation à témoigner. Nous sommes ravis d'être parmi vous. Donc effectivement, je suis Sandra Decelle-Lamotte, je suis juriste et urbaniste de formation et depuis 25 ans, expert en prévention des risques naturels et technologiques majeurs et résilience des territoires. Et depuis 2017, nous avons créé une association qui s'appelle Résilience, donc avec un A et avec un S, et qui a pour vocation donc de faire de l'information préventive auprès des activités économiques. Je vais revenir sur ces sujets, d'évaluer le niveau de préparation des activités économiques face aux enjeux liés au dérèglement climatique et aux risques majeurs en général. Et également, nous faisons de la formation auprès des activités économiques et nous avons des actions de solidarité également. Très bien. Alors Sandra, je disais tout à l'heure que j'allais dire pourquoi on est allé vous chercher. Au fait, ce qui nous a intéressé dans le projet que vous avez accompagné, donc je pense que ça fait déjà 2 ans. Oui, c'est ça, oui, fin 2021, oui. Voilà, vous avez répondu à un appel à projet FACT, donc Fonds d'amélioration pour les conditions de travail, qui est un fonds qui vise à aider les entreprises justement à engager des actions innovantes en interne et notamment sur différentes thématiques. Donc vous, c'était un FACT de transition écologique. Ce qui nous a en fait amené à prendre contact avec vous, c'est que vous, dès le départ de votre projet, quand on parle de transition économique, autant la dimension technique nous apparaît tout de suite évidente. Et quand on commence à parler de RH, souvent le lien ne se fait pas automatiquement. Donc, Béatrice nous a éclairé à ce sujet. Donc, là, maintenant, on le perçoit mieux. Mais vous, au départ, qu'est-ce qui vous a emmené à mobiliser la compétence, notamment de deux consultantes, donc deux expertises, à la fois sur les RH et puis à la fois sur le volet transition écologique. Qu'est-ce qui a fait écho chez vous? Pourquoi vous avez réuni ces deux compétences? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, en répondant à l'appel à projet du FACT et en montant ce projet 3A+, en fait, c'est A+, pour adaptation, atténuation, accompagnement et amélioration des conditions de travail. Ça fait même 4 A finalement, mais c'est le plus pour dire à plus et à plusieurs même d'ailleurs. Et à plusieurs, donc pour réunir des compétences effectivement qui nous semblent complémentaires et Béatrice y a fait un petit peu allusion tout à l'heure. Comme nous sommes un réseau d'entreprises exposées aux risques majeurs, naturels et technologiques, et entreprises porteuses de solutions. Donc voilà, notre cible, ce sont vraiment les activités économiques. Et chaque entreprise a sa manière effectivement de gérer les ressources humaines et on a vraiment voulu voir comment finalement cette gestion des ressources humaines est un levier ou pas pour favoriser l'intégration de ces problématiques dans l'activité économique, dans l'entreprise. Donc, cet appel à projet est vraiment arrivé à point nommé et pour nous, il nous a permis vraiment d'avoir une bonne complémentarité au niveau des expertises en ayant à la fois une personne effectivement très connaisseuse des questions de RH et pas tellement des questions d'écologie, même s'il y avait une sensibilité, il n'y avait pas une connaissance des politiques en matière de transition écologique, de développement durable ou de prévention des risques majeurs.
Une autre experte, elle, était vraiment experte sur le volet adaptation, atténuation, donc tout ce qui est bilan carbone, tout ce qui est, c'est Climamundi en l'occurrence, qui travaille beaucoup avec l'ADEME par exemple, qui est très sensibilisé, très moteur sur toutes ces questions de biodiversité qui ont été rappelées par la DRETS au départ de cette réunion. Et nous, Résilience, qui sommes sur cette question qui n'a pas encore été nommée, mais que je souligne, qui est à la fois, qui est la réduction de la vulnérabilité. C'est-à-dire que quand on parle, ce que Béatrice a fait tout à l'heure, de stratégie pour l'entreprise, on peut parler d'atténuation de ces actes par rapport à l'environnement, d'adaptation pour adapter les conditions de travail aux enjeux de dérèglement climatique, le réchauffement, etc. Mais pour nous, au niveau de résilience, ce qui est central, c'est la réduction de la vulnérabilité, c'est-à-dire aussi ce que l'entreprise va mettre en place pour protéger les personnes et l'outil de travail face aux conséquences du dérèglement climatique que sont ce qui a été nommé les risques de catastrophes naturelles ou technologiques. Donc là, on avait vraiment les RH quelque part au cœur et les 3 dimensions de l'environnement autour. Donc, ça a été vraiment hyper intéressant parce qu'on était toutes, il se trouve, on est 3 femmes très connaisseuses des dispositifs à la fois réglementaires, des stratégies nationales, même internationales, sur ces questions-là, au service, en fait, des entreprises qui ont été accompagnées dans ce projet. Oui. On les a bichonnées, hein, je peux vous dire. Elles ont été bichonnées. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire pour ces entreprises, voilà, quels sont les grands enjeux justement qui les ont amenés à s'engager dans ce projet avec vous, hein, qui est un projet qui était quand même assez lent dans le temps et qui demande en plus du temps. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques enjeux qui les ont motivés à amorcer cette démarche? Oui, tout à fait. Peut-être avant de vous répondre directement, repréciser. Donc, le projet A+, effectivement, c'était plusieurs étapes. Il y a une étape d'organisation du projet et de recherche des entreprises qui seraient intéressées par ce projet. Donc, comme nous, on est un réseau d'entreprises, on a déjà proposé à nos adhérents. Il se trouve qu'on a identifié, on est à peu près une trentaine d'entreprises adhérentes. L'association est nationale. Avec des entreprises qui rentrent, qui sortent parce qu'elles viennent chercher parfois à un moment une information et ressortent après. Mais bref. Et on a eu donc ce travail aussi d'aller chercher les entreprises. La deuxième étape, ça a été d'organiser un focus group donc autour d'un outil que vous connaissez certainement, c'est la fresque du climat, donc pour avoir une phase de sensibilisation et d'échange autour de ces questions. La troisième étape, c'était d'avoir un accompagnement sur mesure pour les entreprises qui ont décidé de s'engager dans le projet et ensuite la rédaction d'un guide pratique de retour d'expérience pour capitaliser en fin de compte tout ce qu'on a retiré de ce projet et enfin un séminaire de clôture qui a eu lieu là en mars 2023. Donc ce que l'on a identifié effectivement en synthèse sur les principales motivations des entreprises à s'engager dans le projet, ça a été de bénéficier d'un regard extérieur en matière de changement climatique et d'adaptation. C'est-à-dire que voilà, ça, d'avoir quand même, voilà, il y a un certain ébranlement hein, des personnes, des entreprises par rapport à ces enjeux qui viennent de l'extérieur, comme le précisait Béatrice, principalement de l'extérieur. Et donc, il y a eu cet intérêt de bénéficier quasi gratuitement de ce regard extérieur. Donc, il y a eu un vrai effet levier de l'appel à projet sur ce plan-là. Il y a eu aussi l'intérêt pour être reconnu comme acteur de la transition. Voilà, que ça devienne quelque part un plus dans leur stratégie commerciale, dans leur positionnement. Voilà, donc ça, c'était une des motivations. Et puis, de se mettre en route dans une démarche d'atténuation, donc d'être un peu dans une posture de découverte, mais en se disant, c'est le chemin du moment, pas seulement par opportunité, mais par nécessité. Donc, voilà, je dirais les 3 principales motivations pour les entreprises. Certaines se sont engagées tout de suite. Donc, d'abord parce que nous, on est en contact avec les dirigeants parmi nos adhérents. Donc, il y avait, en fait, le fait qu'ils étaient adhérents de l'association, il y avait déjà une relation d'échange, de confiance, etc. Et donc, moi, connaissant
connaissant bien les adhérents, j'ai pensé aussi que certains pouvaient être intéressés et ils ont répondu positivement. D'autres étaient un peu en interrogation et c'est le séminaire de sensibilisation qui les a fait se positionner positivement après un échange avec leur direction. Parfois, c'était des salariés avec lesquels on était en contact et qui sont venus au séminaire. Il y a eu un échange en interne et ils se sont engagés. Voilà, et puis parfois, il y a eu d'autres entreprises qu'on est allé chercher par nos réseaux, nos réseaux en tant qu'experts. Très bien. À travers un exemple peut-être, je ne sais pas, d'accompagnement, est-ce que vous pouvez nous dire justement comment s'est fait l'articulation entre les deux expertises RH et puis et l'expertise adaptation, atténuation apportée par l'une des deux consultantes et puis ce que ça a produit peut-être en termes de résultats? Oui, tout à fait. En fait, les deux experts, donc RH et adaptation, ont vraiment travaillé ensemble sur la réalisation des outils, notamment des questionnaires qu'elles ont pu mettre en place pour aller au contact des dirigeants, responsables QSE, des salariés. Donc, elles se sont par ailleurs réparties les tâches sans venir vraiment avec leur casquette. Elles avaient ce questionnaire réalisé en commun et finalement que l'une soit expert RH ou l'autre dans le domaine de l'environnement, je dirais que les questions étaient visiblement pas d'une technicité ou telle que ça les empêchait d'aller sur le terrain de l'une ou de l'autre, sachant qu'après elles redébriefaient ensemble, mais en tout cas il y a pu avoir déjà cet outil construit en commun. Donc il y a eu plusieurs étapes dans leur approche de l'entreprise. D'abord elles ont rencontré le dirigeant ou le référent, parce que ça n'a pas toujours été dirigeant, ça a pu être un responsable d'une antenne locale par exemple. Donc il y a eu cet entretien qui a d'abord eu lieu pour connaître un petit peu le contexte de l'entreprise, son appropriation ou pas des sujets liés à l'environnement, et puis ensuite pour organiser en fait une rencontre avec les salariés. Voilà, ça c'était quand même un point important. Et donc, on a accompagné 4 entreprises. Il se trouve, mais c'est le hasard, qu'elles étaient toutes les 4 du secteur du BTP avec chacune un positionnement différent par rapport aux autres. On avait un bureau d'études techniques, on avait un économiste de la construction, on avait une entreprise tout corps d'État et on en avait un qui est façadier et qui fait de la réhabilitation de bâtiments. Donc, et chacune a des formes différentes. Et voilà, donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les résultats, effectivement, sont assez différenciés, mais il y a quand même des points communs. Le premier, je dirais, c'est que intégrer ces sujets dans l'entreprise, c'est prendre un temps dédié à ça. Donc ça, pour chaque entreprise, c'est laborieux. Il y a une entreprise d'ailleurs qui est une TPE, puisque c'était la cible. Donc en gros, c'est l'économiste de la construction qui est tout seul avec 1 ou 2 collaborateurs maximum. Lui n'a pas réussi à dégager le temps nécessaire. Il est en flux tendu en permanence. Donc pour lui, quelque part, l'orientation que l'on a donnée, c'était de vraiment l'amener à se relier à un réseau de professionnels et de sortir d'une forme d'isolement. En fait, on le sent seul dans son activité, mais seul dans un réseau aussi. Donc ça, aujourd'hui, quand même, les réseaux d'entreprises, même par thématique, je dirais quand même, commencent à organiser des conférences autour de ces sujets. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on lui a préconisé. Une autre entreprise, donc elle plutôt bureau d'études, avait des salariés qui étaient déjà sensibilisés à ces questions. Pourquoi? C'est un bureau d'études qui travaille sur les questions d'eau et d'assainissement pour les collectivités territoriales. Donc quelque part, ils sont adhérents à Résilience justement, et donc ils avaient déjà justement cette conscience, je dirais, de ce besoin de réduire la vulnérabilité des territoires
Et c'est ce qu'ils préconisent. Donc, pour eux, l'enjeu, c'était l'enjeu de cohérence. Finalement, est-ce qu'en tant que prescripteur technique auprès de leurs clients, voilà, ils sont cohérents dans leurs propres actions, dans leur propre organisation en interne. En fait, être plus cohérent, c'est être plus fort, justement. Quelque part, on est plus solide déjà quand on est cohérent. Et c'est tout un chemin, c'est tout un travail, et ils ont décidé de s'engager par rapport à ça. Et dans cette entreprise, ce temps qui leur a été donné de réfléchir à comment adapter leur activité face aux enjeux environnementaux a été perçu comme un réel cadeau qui leur a été fait. Ils l'ont vécu comme tel, ils l'ont exprimé comme tel. Ce qui leur a plu, c'est de s'engager en même temps que d'autres entreprises dans le même timing, dans cet appel à projet. Donc, il y avait une dynamique, de rejoindre une dynamique collective, même si ils ont rencontré au moment de la fresque du climat les autres entreprises, mais ils avaient leur travail personnel, mais en tout cas, ils étaient engagés avec d'autres. Et du coup, ils ont décidé, après ce travail, de faire une charte posant un peu tous les points en lien avec la consommation d'eau, le recyclage, l'usage du numérique, les déplacements, la mobilité, etc. Et puis aussi de creuser la question de comment, en tant que prescripteurs, puisqu'ils sont conseils eux-mêmes pour les collectivités, ils peuvent intégrer ces enjeux dans leurs conseils aussi. Parce que, en fait, ils conseillent des collectivités locales pour qu'elles-mêmes rédigent des cahiers des charges. En fin de compte, ils sont très en amont pour orienter tout un tas de choses. Donc, on voit bien que d'une démarche cohérente à l'échelle individuelle de l'entreprise, ça peut vraiment faire tache d'huile, même sur des actions territoriales. Donc, ça, on a trouvé ça très intéressant. Il y a une deuxième entreprise qui était, elle, déjà bien engagée sur les questions environnementales. Et elle, c'est l'entreprise Tout Corps d'État, donc avec une quarantaine de salariés dans le domaine administratif, dans le domaine de la maîtrise d'œuvre. Et eux, ce qui a été très intéressant, c'est que le projet leur a permis, en fait, que tous les salariés se rencontrent en même temps autour d'un même sujet, ce qui était visiblement insolite. Donc, toute réserve faite, ça nous a un petit peu surpris, mais en l'occurrence, ça a été le cas. Et donc déjà, ça a été un plus. Et le deuxième, ça a été que le projet leur a permis d'avoir un effet levier très pratique, c'est qu'ils sont allés voir, pour pas la nommer, la métropole de Lyon pour je dirais, identifier un dispositif qui les aide à acheter des vélos cargo, ce genre de choses. Donc, ils ont fait un pas de plus sur l'aspect mobilité. Et par contre, ils vont mettre en place une académie de formation en lien avec leur thématique, en intégrant les enjeux écologiques. Donc, ça a été quelque part le projet, un peu le dernier pas pour vraiment passer à l'action, pour mettre en place cette académie. Donc, c'est au travail chez eux. Et au niveau du temps, je vous consulte pour pas être trop longue par rapport à l'organisation globale. Je vous entends pas. Réactive juste le son, oui, s'il vous plaît, Sandra. J'ai encore combien de temps du coup? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des enseignements que vous tirez de cette expérience-là en 5 minutes? Oui, bien sûr. L'enseignement, quel est-il? Effectivement, j'entendais la partie transition. Sommes-nous en transition? On est en transition, et effectivement, le terme transformation semble aussi très ajusté, parce que en fait, il révèle la dynamique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ce qu'on retient effectivement du projet, c'est vraiment l'appel, l'effet levier de l'appel à projet. C'est-à-dire le fait que y ait ce type de dispositif aide vraiment à amener les entreprises dans une dynamique. Le fait d'avoir un regard extérieur est très important. Le fait, je l'ai dit, qu'il y a un temps dédié.
En tout cas, je suis encore en interrogation sur la capacité des activités à agir d'elles-mêmes sur ces aspects-là. Même avec beaucoup de connaissances, un regard extérieur est quand même toujours utile pour aider à poser des méthodes et à veiller au bon avancement des choses. C'est d'avoir un regard et même un accompagnement en soutien. Et que ce que je retiens aussi, c'est que les entreprises, quand bien même elles peuvent avoir des bouts de connaissances de dysfonctionnement sur le plan de leur action en matière d'adaptation, d'atténuation ou de réduction de la vulnérabilité, elles savent pas forcément comment les mettre bout à bout et quoi en faire. Voilà, elles peuvent avoir connaissance de certaines, des données qui ont été présentées liées aux pertes de biodiversité, à la limitation des ressources, etc. Mais pour autant, savoir quoi en faire est compliqué. Et nous, sur les risques majeurs, c'est quelque chose qu'on voit de manière très régulière quand on accompagne des entreprises. Elles peuvent avoir un bout d'info par-ci, un autre par-là, elles savent pas quoi en faire. En première approche, voilà ce que je retiens. Donc, du coup, voilà, d'avoir un peu de dispositifs pour les accompagner avec des méthodologies est très utile. Et il y a urgence, ça c'est sûr. Voilà ce que je peux dire en conclusion. Merci beaucoup, Sandra, pour cette intervention. Alors, je vais maintenant laisser la parole à vos participants pour poser vos questions. Il y en avait déjà en ligne. Oui. Donc peut-être. Oui. On a notamment une question sur ce qu'on appelle la transition écologique juste, avec quelqu'un qui nous demande, pourriez-vous nous donner des orientations pour aborder la question de l'évolution de la gouvernance du point de vue RH en entreprise vers une plus grande justice sociale? La question de la justice sociale sur la question de la transition écologique, en fait, elle se joue à deux niveaux. En fait, déjà directement dans l'entreprise, on sait en fait que les personnes qui vont être le plus impactées autour, par exemple, du réchauffement climatique, si on prend le risque le plus évident avec l'augmentation des températures, et ben en fait, c'est les ouvriers qui travaillent, sur les chantiers. Donc on sait qu'on a sur des inégalités sociales, c'est-à-dire que les risques, en fait, les risques aussi de biologique, chimique, c'est toujours les ouvriers qui sont, on va dire, les plus en risque par rapport à ces situations-là. Donc la question de la gouvernance, en tout cas dans l'entreprise, qui peut avoir avec la gouvernance, ça va être la question de l'expression des salariés, c'est-à-dire tenir compte effectivement à la fois de ce que ces personnes peuvent dire de leur travail ou des situations d'inconfort d'ailleurs qu'ils vivent, et puis trouver des solutions ensemble. Donc c'est donner une place et à ces situations de travail et professionnelles qui sont plus particulièrement concernées. Après, sur la question de la gouvernance plus globalement, et là, je vais remettre l'entreprise dans son territoire. On sait que sur les questions de santé et environnement, en fait, les inégalités sociales et territoriales jouent de plein fouet. Sur, par exemple, la région lyonnaise, on sait très bien que l'est du territoire est plus impacté en termes de pollution de l'air, de l'eau, des îlots de chaleur que l'ouest. Voilà. Et que le sud aussi, avec un certain nombre d'entreprises qui émettent des polluants. Et que ces inégalités-là se rejouent en fait au niveau territorial. Donc voilà, quand on parle effectivement la question de la justice, ça se joue autant en fait au sein de l'entreprise sur ces questions que ce qui est autour de l'entreprise.
Voilà, enfin, après, sur la gouvernance en tant que telle, ça, après, ben, il y a de toute façon, voilà, enfin, je veux dire, aujourd'hui, les organisations et les modèles d'entreprise, ben, ça peut être des modèles de type hiérarchique, des modèles de type en râteau, en réseau, etc. En fait, quelle que soit la gouvernance, alors après, bien évidemment, on peut parler aussi de partage de la valeur, du partage du pouvoir. Et ça, après, c'est des choix qui sont faits au moment où on crée les entreprises. Comment est-ce qu'on intègre également des salariés dans les conseils d'administration? Après, c'est pas tout, voilà, enfin, désintégrer. Il faut déjà mettre les bons sujets sur la table. Et puis, il faut laisser la place à l'expression, quoi. Et ça, quel que soit, on va dire, le type de gouvernance d'entreprise, parce qu'en fait, on peut avoir des entreprises, de même entreprises très hiérarchiques. Il y en a une où, en fait, ben, les choses se passent bien parce qu'en fait, le dialogue est instauré et il se met en place quand il est nécessaire. Puis d'autres où ça se passera moins bien. Voilà, enfin, inversement, peut y avoir des entreprises libérées ou de type, entre guillemets, libéré, où en fait, ben, les choses sont insuffisamment comment dire, étayé, institutionnalisé pour que, voilà, et tout le monde se débrouille un peu et on va dire la prise en compte collective est plus compliquée. Donc, en fait, ça va vraiment être plutôt la question c'est pour ça qu'on l'a souligné dans notre conclusion, l'important, ça va plutôt être effectivement de savoir, en fait, mettre ces temps d'échange, institutionnaliser, savoir qui est dedans, qui parle et qu'est-ce qu'on en fait au niveau de l'entreprise. Voilà, c'est ma remarque en tout cas sur la justice sociale, mais bon, ça peut être aussi d'autres réponses si d'autres, on va dire, parmi les participants souhaitent, on va dire, donner leur avis sur la question. Y a-t-il d'autres avis sur la Alors, gouvernance? Sinon, on passe à d'autres questions. Je vois qu'il y a d'autres questions aussi, Oui. Estelle. Oui. Donc, quel levier pour ces volontés de transition? Exemple de l'entreprise TCE de 3A+, qui investit ou souhaite investir dans des vélos cargo. Cela induit forcément un surcoût dans les devis proposés par l'entreprise, délai plus long d'approvisionnement. Peut-elle bénéficier d'aide dans le cadre de sa volonté de mettre en place des outils d'adaptation? alors, je sais pas. Alors, enfin, là, on est plutôt sur de l'aide financière. Après, ben, on voit que sur les leviers et les appuis, ben, PCRH, c'est quand même un levier et un appui, voilà, dont peuvent disposer les entreprises. Donc, faut pas négliger, on va dire, cet appui-là, bien évidemment, et ces possibilités-là. Je vous invite à vous tourner vers également l'ADEME, mais également la métropole de Lyon, qui va fournir en fait des moyens. Alors, comment dire, c'est pas forcément très lisible, mais allez chercher les informations et vous verrez qu'il y a un certain nombre d'aides qui sont possibles pour les entreprises. Donc ça, c'est effectivement, voilà. C'est effectivement après, en tant que bien évidemment conseil, consultant, c'est bien de pouvoir arriver avec l'ensemble de ces outils-là. Il en existe de nombreux. Nous, on avait rencontré l'année dernière la métropole de Lyon, qui en fait faisait le constat qu'en fait les entreprises savaient pas bien en fait mobiliser tous les moyens qu'ils mettaient à disposition des entreprises pour s'engager dans ces transitions. Oui, en l'occurrence, dans le projet A+, c'est bien ce qui s'est passé, c'est cette identification de ce dispositif dont elle a pu bénéficier. Du coup, ça a enclenché la démarche de faire la demande, oui. Je vois qu'il y a Madame Vérinck, Valérie, qui nous dit qu'il y a les accompagnements aussi des CCI, notamment des outils de diagnostic. Estelle, je te laisse poursuivre. Peut-être il y a d'autres questions. Oui, alors j'ai une autre question sur la place de l'entreprise dans l'information sur les risques climatiques et les bonnes pratiques auprès des salariés. Ben, en fait, on a vu que c'est une des entrées, là, parmi les entreprises qui commencent à s'engager dans une transition, j'entends, hein, parce qu'il y a des entreprises qui sont déjà, en fait, on va dire, construites et fondées avec cette finalité-là. Mais en tout cas, pour celles qui rentrent en transition, on voit bien que, en fait, c'est une entrée, la formation des salariés. Donc, elle est nécessaire pour, on va dire, partager des références et des connaissances communes, notamment, enfin, voilà, enfin, mais on sait que ça suffira pas. Il faut que l'entreprise elle-même s'engage en termes
en termes organisationnels, en termes également comment est-ce que l'organisation, mais également le management étaye en fait les changements nécessaires aux transitions. Voilà, donc pour moi, la place de l'entreprise dans l'information sur les risques climatiques, je dirais que plutôt que j'inverserais en fait. Je dirais que l'information sur les risques climatiques a bonne place dans les entreprises qui s'engagent sur ce chemin, mais qu'il faut surtout pas que ça en reste là. Et que ça, on va dire, dédouane l'entreprise et dit c'est bon, on a formé nos salariés et ça a des conséquences sur l'entreprise. Et là, faut les aider à aller plus loin. En fait, le premier point, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, elle peut pas se faire sans une information partagée et de tous. Alors, il y a plusieurs questions et remarques qui vont un peu dans le même sens, qui veulent dire que le rôle de l'entreprise n'est pas forcément facile. D'abord parce que le critère économique n'est pas le seul à prendre en compte. Il y a aussi des critères politiques et stratégiques. Et puis, les dirigeants se retrouvent un petit peu seuls par rapport à toutes ces questions. Est-ce que je peux compléter, Béatrice, sur cet aspect-là? Il y a les risques liés au dérèglement climatique, c'est vrai, mais les risques environnementaux, ils existent depuis longtemps, en fin de compte, et aussi les risques industriels qui ont été évoqués. Et il y a aujourd'hui justement des rapprochements, et la DRETS pourra confirmer justement, mais entre le ministère de l'écologie, le ministère du travail sur ces questions. Et il y a un premier décret qui est sorti, et pour moi qui travaille depuis 25 ans sur ces questions, c'est un gros tournant. Le 3 mai 2023, en fait, il y a donc un décret relatif à la sensibilisation des travailleurs aux risques naturels dans les DROMCOM qui est sorti pour qu'il y ait un référent risque majeur dans les entreprises, et donc c'est une obligation. Il y a une hésitation pour que ça soit aussi en métropole, mais il se trouve que pour l'instant, visiblement, c'est pas mûr. Mais pour moi, on y va tout droit. Donc, je pense que dans les entreprises, de manière assez proche, il y aura des référents obligatoires à avoir dans les entreprises pour traiter de ces questions, parce que j'ai envie de dire, mais avec une certaine liberté de parole, c'est que malheureusement, sans obligation, c'est compliqué de faire avancer ce sujet dans l'entreprise aujourd'hui. Nous, on le voit vraiment au quotidien par rapport à nos adhérents. En fait, ils sont encore très centrés sur leurs activités, et leur place dans un territoire, je vous dis franchement, elle est relative en regard de leur centre d'intérêt, quoi. Faut vraiment qu'ils aient à montrer patte blanche, et ça se fait de plus en plus vis-à-vis de leurs assureurs, vis-à-vis de leurs banques, vis-à-vis de leurs clients éventuellement ou de leurs prospects, pour que ça commence à intégrer, alors qu'il y a un salarié sur 3 en zone inondable, par exemple, aujourd'hui en France. Donc, il y a un enjeu de sécurité, ne serait-ce que de sécurité des personnes, qui est évident. Donc, on voit bien que ça prend du temps, cette évolution, et toutes les démarches qui contribueront à faire de la diffusion de connaissances seront bonnes. Et je vous rejoins tout à fait, Béatrice, en disant ça ne suffit pas. Il faut, et ça, je pense, c'est tous les praticiens justement des RH qui peuvent en mesurer la portée d'autant plus. Mais en tout cas, il y a vraiment une importance à avancer là-dessus, oui. Donc, merci pour ces précisions, Sandra. Sur la question effectivement, de la place des entreprises, alors on peut effectivement, on va dire, pousser entre guillemets le bouchon réglementaire, mais il est vrai que l'entreprise est aujourd'hui dans un système qui a été construit depuis des années, avec, on va dire, des normes, ou on va dire, des manières de faire qui s'inscrivaient aussi dans une certaine culture, et avec la réglementation qui allait avec. Aujourd'hui, il y a cette crise écologique majeure qui est en train, on a un peu l'impression de redistribuer les priorités. Il y a tout certainement des tensions qui se jouent aussi au niveau de comment est-ce qu'il faut revoir l'ordre des normes et rejuger ça. Donc, c'est sûr que l'entreprise, elle est prise là-dedans et qu'elle ne pourra pas faire les choses toute seule. Je voyais aussi dans les remarques, dans le fil de discussion, effectivement, sur la partie agriculture, c'est pas que le court terme qu'il faut regarder, c'est aussi le long terme. Mais après, ça veut dire qu'au niveau aussi des politiques
plus global, qu'est-ce que on attend et ce sur quoi on se met d'accord. Et puis, il y a aussi la concurrence à l'international. Il y a également quelqu'un qui citait ça. Oui, c'est au niveau mondial qu'il faut se référer, etc. Alors, moi, je dirais, commençons. En fait, il faut bien faire un premier pas. Si on commence à regarder trop loin, on peut être pris, on va dire, de vertige. Et du coup, enfin, moi, il me semble que la meilleure stratégie, c'est quand même de s'ancrer là où on est et de regarder déjà sur le premier périmètre, même si je sais qu'il y a la RSE qui s'occupe aussi des questions de et nos fournisseurs, comment est-ce qu'ils se chargent d'eux, etc. Bien sûr, on va dire, par exemple, sur la production textile au Bangladesh, ça a été cité dans le fil de discussion, mais ça peut paraître plus, on va dire, à sa main déjà, enfin d'y aller, on va dire pas à pas, et puis petit à petit, l'entreprise se transforme. Enfin, je trouve que l'entreprise botanique est quand même un bel exemple. Ils n'ont pas fait ça du jour au lendemain. Ça, ils sont pas non plus, on va dire aujourd'hui, une entreprise sans plastique, sans tout ce que vous voulez. Mais ils ont quand même fait un sacré bout de chemin et ça se fait petit à petit. Hein. Il y a une dernière remarque et après on va devoir clôturer en tout cas cette première partie puisqu'on a largement dépassé le temps, mais c'était aussi une partie intéressante que de réagir à vos questionnements ou observations. Donc, il y a peut-être aussi une question sur la place du dialogue, notamment l'implication des élus CSE sur ces questions-là. Vu l'ampleur des thématiques sur lesquelles ils interviennent. Béatrice, je pense que tu nous avais fait tout à l'heure un zoom sur Oui, on en a un peu parlé. l'émergence des nouveaux acteurs. Alors, ouais, alors, alors, le dialogue social, c'est bien évidemment le lieu justement où, où on peut effectivement, on va dire, démocratiser le sujet, quoi. Enfin, donc, euh, donc, c'est effectivement un incontournable. Avant, toutes les entreprises n'avaient pas compétence sur la question environnementale. Depuis la loi climat et résilience, donc ça a été élargi à tous les CSE de plus de 50 salariés. Cette compétence-là, avec également la question du droit d'alerte, du droit d'alerte. Donc aujourd'hui, on sait que avec la disparition des CHSCT, on sait que les élus sont quand même entre guillemets à la peine et en regard aussi de la réorganisation qui a eu lieu avec du CE au CSE, ils peuvent être aussi moins présents sur le terrain et du coup ça leur fait, on va dire, parce que disparition du CHSCT, CSE, ils ont grosso modo tout un tas de compétences et on sait que c'est pas forcément hyper simple pour eux. Donc c'est sûr qu'il y a un vrai besoin d'étayage de ce côté-là. Moi, je vous invite, si vous êtes en contact avec des élus, en tout cas, ou si vous faites de l'appui, effectivement, au dialogue social, etc., enfin, vous pouvez aller voir sur le site du Printemps écologique. Il y a un outil qui s'appelle la boîte à outils CSE pour les questions environnementales. Écoutez, en fait, c'est mis à disposition librement de tous. Donc, ça peut être aussi, voilà, enfin, un outillage. Mais c'est sûr qu'ils ont besoin aussi d'accompagnement et pour pouvoir voilà, enfin, être sur le sujet, quoi. Alors, merci beaucoup Béatrice. On va clôturer cette partie-là. Peut-être juste préciser que Florent Josselin du cabinet ITAC nous a mis un lien
décarbonisation, transition écologique et guide et aide pour les TPE, PME. Donc, merci. Et puis, Sandra, merci aussi, parce que vous nous aviez cité tout à l'heure le guide de retour d'expérience par rapport au projet que vous avez accompagné. Donc, vous nous dites que c'est disponible sur le site de votre association Résilience, plus le décret aussi du 3 mai 2023. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer directement sur le lien ou à copier les liens pour les avoir et aller les regarder de manière un peu plus approfondie à la fin de notre rencontre. Du coup, là, on va passer à la seconde partie qui sera spécifiquement dédiée à vous, donc consultant du dispositif PCRH. Entre cette bascule, on va remercier toutes les personnes autres que le réseau de consultants qui étaient avec nous justement pour votre participation, pour vos questionnements. Vous allez recevoir, comme je le disais, le lien de visualisation du replay de cet après-midi, en tout cas sur toute cette première partie, et également le support de présentation que nous allons vous transmettre très, très, très rapidement.